chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonjour, je suis extrêmement heureux et j'ai une très grande joie de partager avec vous mes conclusions de ces journées de cardiologie des Yvelines. J'ai pu admirer le discours d'un très grand professeur parisien qui a presque la même vision du monde que ce que j'explique dans mes vidéos depuis 2 ans. Compassion, altruisme, empathie, humanisme. Les patients ne sont pas des numéros, mais des êtres humains. Et ce grand professeur, j'aimerais vous le présenter, vous présenter son discours. Je peux vous mettre sur YouTube, cher professeur? Oui. Oui, ça y est, je fais la présentation. Voilà. Voilà, chers amis, mais avant, voici le cadre dans lequel s'est déroulée ces conférences. Il s'agit de pavillon Henri IV, le bon roi Henri IV, que j'aime beaucoup, qui avait remis la France en pleine force, en revenant à la nature, revenir à la terre. Voici quelques toiles, mais chers amis, le plus important, c'est les orateurs, ce qu'ils nous ont transmis. Le sujet principal était le cœur de la femme. On fera d'autres vidéos à ce propos, mais sachez dès maintenant qu'au moindre symptôme chez les femmes, vers leur 4e âge ou 3e âge, c'est-à-dire vers la cinquantaine et après la ménopause, n'hésitez pas à demander, s'il vous plaît, un IRM cardiaque de stress, car les symptômes sont très variables. Bon, allons-y, nous allons écouter ce professeur que j'ai bien aimé. On fera bien d'autres vidéos, chers amis. On a toute la vie. Merci beaucoup de l'invitation. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Guy Valancier, qui est un chirurgien universitaire français, membre de l'Académie nationale de médecine, officier de la Légion d'honneur et qui est aussi un membre de l'Office parlementaire d'évolution des choix scientifiques et technologiques. Alors comme ça a l'air un peu compliqué, c'est pour dire que c'est des grosses décisions au niveau gouvernemental. Et il est aujourd'hui avec nous pour parler d'intelligence artificielle. C'est un des pionniers de l'utilisation de la robotique dans la chirurgie urologique. Donc c'est un grand recul sur la place de l'humanisme dans l'intelligence artificielle et dans les big data. Donc demain, quelle médecine pour l'homme connecté, réparer, augmenter, puis 3 petits points contrôlés. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il faudrait être idiot pour ne pas comprendre que nous sommes dans une déstructuration du monde absolument abyssale. Quand on voit tous les jours ce qui se passe, il y a de quoi s'inquiéter. Et la médecine n'échappe pas à cette destruction. Elle n'y échappe pas, elle est même en première ligne compte tenu du fait que nous sommes des humanistes confrontés à l'évolution et à l'émergence extrêmement rapide, puissante de l'intelligence artificielle, l'IA, de la robotique et de la génomique combinée, le tout avec en plus les connaissances de neurosciences qui explosent et qui nous font nous poser jusqu'à la question de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que nous sommes par rapport au reste et par rapport à la machine. Alors si je regarde dans les 3 domaines qui sont le nôtre, la médecine, le diagnostic, l'indication thérapeutique et l'effection du traitement, il est clair que la machine, je l'appelle comme ça, va de plus en plus nous piquer du boulot. Il ne faut pas en être inquiet, c'est comme ça. Sur le plan du diagnostic, nous fonctionnons par algorithme et la machine aussi. On va chercher des éléments, on en élimine d'autres pour arriver à 2-3 hypothèses et si on est un bon toubib, sortir le bon diagnostic. Donc nous fonctionnons comme des machines. Et elles font de mieux en mieux dans le domaine.
allant chercher des hypothèses auxquelles on ne pense pas forcément nous-mêmes, des hypothèses extrêmement rares. Sur le plan, je pourrais, pour exemple, de la qualité du diagnostic, tout récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais une intelligence artificielle a analysé des résonances magnétiques nucléaires et a permis de prévoir 6 ans avant, uniquement par l'imagerie, le déclenchement d'un Alzheimer. Donc ça veut dire que nous sommes, nous, pathos, avec des yeux qui ont une vision limitée. On voit quelques dizaines de niveaux de gris, quand la machine va avoir des centaines. Donc là-dessus, nous aurons à rengainer, certainement. Et puis, sur le plan de l'indication du traitement, c'est un peu la même chose. De plus en plus, la génomique va rentrer dans nos habitudes pour nous aider à y voir plus clair, et ce n'est pas moi qui vais analyser 3 milliards de bases azotées. C'est donc l'instrument qui va le faire et qui va me donner une idée, des pourcentages, des possibilités thérapeutiques. Donc, là encore, la machine va nous piquer une partie du boulot. Et puis, si je regarde l'effection du traitement, le chirurgien que je suis, depuis effectivement, j'ai commencé, quand j'étais jeune chirurgien à la Pitié, plongeant les mains à l'intérieur de l'abdomen du malade pour lui retirer un cancer de la vessie, de la prostate, je ne pensais absolument pas que moins de 15 ans après, je serais éjecté de la dite table, assis peinard à une console de travail, manipulant des joysticks avec une vision 3D inimaginable, la prostate grosse comme une noix apparaissant, volumineuse comme un melon et me permettant de disséquer au plus près les structures anatomiques, avec en plus un bras télé manipulé qui lui fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens ou 1000 fois dans l'autre, dans ma main assure à peine 180-190 degrés. Donc je suis un être patho limité. Et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi, dans l'évolution, l'homme est arrivé à ce point. Car il n'avait rien pour réussir. Être médiocre. Il n'avait pas de crocs, ni de griffes, juste des dents et des ongles, pas de fourrure. Il court assez mal et se fait rattraper par le guépard à toute vitesse. Il a des portées qui sont petites et qui ne se mettent pas debout sur les pattes tout de suite. Il n'est pas capable de pondre des millions d'œufs. Bref, nous étions des êtres médiocres. Et ce qui nous a sauvés, c'est effectivement cette capacité à la fois d'analyse par l'intelligence, de prévision, et en même temps, cette fantastique capacité de communication grâce au langage. Nous sommes les seuls à avoir un langage aussi compliqué qui nous permet d'aller jusqu'au symbole. Donc quand on regarde une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui au quotidien va être faite par soit la machine, soit compte tenu de la facilitation technologique apportée par les outils qu'on nous offre, par des corps, des personnels intermédiaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai déjà fait, j'ai déjà mis des infirmières à faire des cystoscopies avec le système souple et un écran grand comme ça, où vous voyez immédiatement le polype. Un enfant de 3 ans vous dit là, monsieur, il y a un truc. On n'a pas besoin de faire 14 ans d'études pour savoir trouver un polype sur une image aussi évidente. Donc tout bascule dans notre métier, tout bascule. Et qu'est-ce qui va me rester, comme disait Jacques Dutronc, et moi, à l'époque, dans sa chanson, qu'est-ce qui va nous rester? Beaucoup de choses. Il va nous rester sans doute, non plus le savoir il sera dans la boîte. Il va nous rester l'expérience et l'empathie, la psychologie, l'art de l'accompagnement. Ça paraît peu, mais c'est ce qui est essentiel dans notre métier. Et personnellement, le chirurgien que je suis a toujours été beaucoup plus, je dirais, fasciné, intéressé, pris et ému par les consultations que par les actes opératoires en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand mon Alexa, mon petit assistant vocal, je suis malade, j'ai été faire des biopsies de prostate et j'attends le résultat et elle m'appelle bonjour, avec la voix de Her, vous savez, de Scarlett Johansson dans Her, bonjour. Vous avez un cancer de la prostate de stade 2 grade 3, tapez 1 pour avoir le compte rendu, 2 pour choisir le traitement, 3 pour avoir un conseiller. Paf, vous allez faire quoi? Vous allez taper 3 immédiatement. Perdu complètement, vous ne souffrez pas, c'est tout ça parce qu'il y a eu un dosage du PSA qui a alerté de la fait des biopsies, on vous trouve un cancer. Donc vous tombez des nuits, vous allez voir quelqu'un en chair et en os qui va vous expliquer, qui va d'abord vous écouter, vous expliquer, vous aider à prendre la décision. Car si la machine vous dit, dans votre cas, vous avez 90% de chance de réussite par la chirurgie et 89% par la radiothérapie, qu'est-ce que vous avez gagné? Et là encore, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y aura besoin de celui ou de celle qui remettra en perspective, pour celui ou celle qui se confie, connaissant tout son environnement personnel, familial, socio-professionnel, culturel, religieux, de le remettre, je dirais, en phase d'une thérapie possible et acceptée. Ça, c'est le rôle du médecin. Malheureusement, c'est pas ce qu'on apprend en fac. Et je suis désolé, mais je vois la toute jeune génération totalement branchée sur ces smartphones ou les écrans,
qui en consultation sont là, comme ça, ils tapent, le malade est ici, ils ont l'ordinateur là, ils tapent sur le côté, bon, alors vous poussez combien de fois par nuit? Oui, c'est difficile, il faut pousser, très bien, voilà, mais sans même le regarder, je veux dire. On est dans un monde totalement déstructuré, il va falloir réapprendre, ou apprendre à nos jeunes à quitter les écrans pour retrouver le face-à-face visuel et le toucher, tout ce qu'on connaît dans la médecine praticienne la plus belle. Et c'est une autre formation qu'il va falloir entreprendre. Je pense que nous pourrons aller à des études de médecine beaucoup plus courtes. J'en suis convaincu parce que on traîne. Tous les étudiants nous le disent. On a déjà 2 ans de perdu une fois passé la première année, on souffle, 2 et 3e année, on s'accoule avant de repartir pour l'internat qui va disparaître. Mais il faudra aller à des formations plus courtes grâce à la simulation qui est un système tout à fait ingénieux de répétition de situations parfois rares que l'on peut comme ça intégrer dans nos cerveaux. Et donc on pourrait passer à une formation licence, master, doctorat en 8 ans, terminée, et pas aller plus loin, je veux dire. On perd un temps fou. Et surtout, elle est beaucoup plus à la prise en compte de la psychologie, de l'empathie, de la sociologie, de tout ce qui fait l'environnement et la personnalité d'un malade. Et ça, on ne le fait pas, ce qui est très dommage. Donc si je regarde, nous allons avoir à nous bouger sacrément. On va prendre des coups dans la figure, et plus on s'accrochera comme des morpions à nos habitudes, plus ça sera dur. Il va falloir vraiment ouvrir les yeux. Parce que le monde avance sans nous. J'étais en Chine, là, tout récemment, il y a une semaine, et ils viennent de développer Xiaoqi, le petit docteur. Xiaoqi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 600 millions de paysans qui ont des arpents-de-terre de moins d'1 hectare à cultiver, perdus du côté de Gobi, là-haut, et il n'y a pas de médecin. Donc ils envoient des petits robots humanoïdes, Xiaoqi, un petit docteur, qui va dire bonjour madame, bonjour monsieur, et qui sera capable d'assurer quelques diagnostics à partir d'une intercession entre le malade qui pose des questions et les réponses. C'est tout à fait intéressant. Je ne dis pas qu'il faille en arriver là, loin de là, mais c'est intéressant de voir comme les choses vont vite dans ces pays qui n'ont pas de moyens. Ce qui est très frappant, c'est que nous sommes, dans des pays riches, avec des moyens considérables, et c'est nous qui patinons le plus. Vous allez en Afrique, il y a déjà près d'1 milliard de smartphones. Et vous avez au Sénégal de quoi suivre le diabète dans le village sans eau, où les femmes font 10 km pour aller chercher du bois, avec les petits smartphones. Parce que, n'ayant rien, et n'ayant pas d'argent, ils vont d'emblée aux techniques les plus utiles. Alors que nous avons des strates, une accumulation de process et de procédures insensées qui nous bloquent. Donc on va avoir intérêt à se remuer, à se relever les manches et à se dire qu'est-ce qu'on va foutre dans ce monde qui émerge. Et sur ce plan-là, je dirais, je ne veux pas être défaitiste, mais la vieille Europe est très très mal. Elle est extrêmement mal. Et nous sommes peut-être un peu comme la marquise de Pompadour qui se sent tirer le portrait à Versailles par Quentin Latour, voilà Louis XV qui passe la tête par la porte furieux en disant « J'ai perdu la bataille de Rosbach » et elle de répondre « Après nous le déluge ». On a l'impression qu'on s'en fout ici, on est gras, repu, assisté, on a tout. Et on râle, il n'y a qu'à aller ailleurs pour voir. Eux ont faim. En Chine, on a faim. Alors c'est vrai qu'ils sont fliqués en permanence. Il y a des caméras même ici partout, dans les toilettes, dans les couloirs, partout, mais ils s'en foutent. Ils avancent, ils s'enrichissent, ils ne disent rien. Parce que c'est comme ça, la démocratie, ont-ils dit, ça sera après. Et quand ils ont eu les gilets jaunes, ce qu'ils appellent les Wan Maja, mais c'était l'affolement là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, l'ordre du monde qui bascule? Donc méfions-nous. Le monde est en train de se faire sur le Pacifique et nous sommes peut-être en fin de course. Je ne veux pas être pessimiste, je suis un sceptique fantastiquement optimiste, mais nous sommes peut-être en fin de civilisation, d'une civilisation judéo-chrétienne blanche européenne qui a construit des cathédrales, qui a eu les empires. Et maintenant, il reste quoi? On se bouffe la gueule entre nous, entre populistes et non populistes. On est incapable de travailler français et allemand comme il le faut. C'est assez, l'Angleterre se barre. C'est dramatique. Quand on regarde la carte du monde, c'est absolument dramatique. Petit message qui n'est pas subliminal. Faisons attention vers quoi nous allons. Et rien n'est gagné. J'espère un sursaut, parce que nous avons tous les potentiels de qualité humaine et d'ingénierie. On s'arrache nos ingénieurs informaticiens à tour de bras à 300 000, 400 000, 1 million d'euros ou de dollars ou plus dans la Silicon Valley. Pendant ce temps-là, on n'a rien créé. Nous. Je me rappelle que Facebook a 14 ans. On vient de fêter ses 15 ans. Qu'est-ce qu'on a créé en Europe? On a pourtant eu des politiques qui ont eu la vision. Le général de Gaulle crée en 66 le plan calcul. Il avait compris le vieux. L'indépendance numérique, ça s'appelait pas comme ça à l'époque.
Donc ils lancent les ingénieurs, les polytechniciens sur le sujet, et comme ils se bouffent la gueule entre eux, 13 ans après, Giscard, pas 13 ans, en 1975, donc 9 ans après, Giscard arrête le projet. Chirac et Schröder reviennent à l'assaut. En 2005, ils lancent Quaero, en disant on ne peut pas laisser Google toute seule, il faut créer un Google européen. Pas Quant, Quaero. Ils le lancent, et quelques années après, pareil, Allemands et Français ne se passent pas les données, et le projet s'arrête. Donc on a tout raté, alors que nos politiques avaient eu ces visions qui faisaient que l'Europe pouvait rester dans la course du monde, ce qu'elle est en train de ne plus faire, en décrochant lentement. Et c'est un vrai problème. Si je reviens maintenant, c'était une aparté, mais je voulais vous la citer, si je reviens maintenant à ce qui va se passer en médecine, aujourd'hui on vous demande de réparer l'homme, la femme, l'enfant blessé, malade, handicapé, et nous sommes là pour ça, et il n'y a aucun principe de précaution à la recherche dans ces domaines. Seuls les dérivés techniques, parfois, peuvent poser des questions d'utilisation. Mais sur le fond, laissons les chercheurs faire, laissons-les inventer tous les produits qui pourront nous aider. Mais c'est après que se passe la chose suivante, c'est que demain, on vous demandera de passer de la réparation à l'augmentation. Et là, je commence à m'inquiéter fortement. Certains disent déjà, parmi les transhumanistes, oui, tu vois, le Viagra, c'est déjà de l'augmentation. Non, je dis le Viagra est fait pour les impuissants. Alors si on est déjà très en forme et qu'on veut être encore plus brillant auprès d'un nana ou des mecs que l'on côtoie, on peut dire à son to-be, ben, je vais pas bien, vous mettez une ordonnance, vous trichez. C'est donc un traitement. C'est donc une réparation d'un manque. On me dit, mais la chirurgie esthétique, c'est de l'augmentation. Pas du tout, parce qu'on ne se fait pas refaire le nez, les seins, les fesses, si on se trouve beau ou belle. C'est donc qu'on a un manque quelque part et qu'on veut être retrouver un peu à la norme et se sentir mieux. Et puis on peut multiplier à l'infini le pacemaker. On dit le pacemaker, c'est fait pour ceux qui battent la chamade, vous savez, tout le monde. Donc le cœur bat la chamade. Et puis voilà. Donc si vous voulez, il faut se méfier de cette tentation transhumaniste on voit très bien, qui est sournoise. Les Chinois sont à 90% transhumanistes. Et ils ont séquencé récemment à Shenzhen, avec leur gros séquenceur, des centaines de gamins à QI de 130, pour voir si génétiquement, avec les petits ciseaux de notre copine Charpentier, les petits ciseaux moléculaires, on pourrait créer à terme des gamins à QI de 160. Une espèce de course au quantitatif, cognitif et mémoriel absolument absurde. Mais c'est comme ça. Et qui va gagner? Si nous ne sommes pas capables d'opposer une force industrielle et une réflexion sensée à ce sujet-là, nous serons dominés. Parce que les Américains sont à 50% aussi très transhumanistes, surtout sur la côte ouest. Tous les gourous de la Silicon Valley le sont. Il y a nous, les Européens, qui sommes beaucoup plus dubitatifs, et tant mieux. C'est peut-être notre vieille tradition de civilisation judéo-chrétienne qui nous fait réfléchir plus à fond à ces sujets. Mais on voit bien que tout le danger serait que on puisse me pucer, me mettre une puce dans le cerveau. Elon Musk, qui a à la fois lancé un appel avec Bill Gates et feu Stephen Hawking il y a 3 ans sur attention, l'intelligence artificielle va nous bouffer, et qui a créé une fondation pour essayer de combattre les délires possibles des post-humanistes, lui-même l'est. Et c'est pour ça qu'il veut aller sur Mars, parce qu'il sait que de toute façon la Terre va griller. 500 millions d'années, les océans sont, nous disent les astrophysiciens, à plus de 100 degrés, donc de toute façon nous sommes des êtres temporaires, non durables. Donc il va falloir se barrer ou accepter de mourir, définitivement. Et lui se dit, on va partir, alors il va aller sur Mars, mais Mars c'est juste un Airbnb, parce que c'est pas assez loin, dans la mesure où à 5 milliards d'années, le Soleil qui sera devenu une géante rouge va englober toutes les planètes qui sont autour de lui dans la Terre. Et donc voilà, donc sacrée question. Eh bien, en même temps, il vient de créer, tout en s'inquiétant de l'intelligence artificielle, Neuralink, pour pucer notre cerveau et essayer de nous faire, de combattre cette bataille, de combattre cette puissance de l'intelligence artificielle. Nous ne gagnerons pas contre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est con. Et elle est idiote. Elle reste dans du calcul, elle n'a aucune émotivité, elle n'est pas créatrice, au point de vue technologique, elle ne fait rien. C'est très limité, contrairement à ce qu'on croit. On nous embarque dans des délires fous. Mais ça marche auprès des gens. Comme il n'y a pas d'autre rêve que les religions s'écroulent, on s'accroche à ces choses-là en se disant on va devenir des dieux. Nous sommes dans une espèce de transformation du monde assez inquiétante sur ce plan. Et je crois que visiblement, là, nous aurions, nous les Européens, quelque chose à dire.
à condition de nous entendre et de reposer les fondamentaux. Nous avons été ceux qui ont sorti quand même les sujets du roi qui sont devenus citoyens de la République, et les droits de l'homme sont quelque chose d'énorme qui ont été lancés au cours des Lumières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Rien. Il va falloir redéfinir un petit peu ce qu'est notre humanité. Or, on s'aperçoit que nous sommes très différents de ce que nous pensons être, dans la mesure où toute la question qui se pose avec l'émergence de cette intelligence artificielle, c'est de savoir si nous avons effectivement un libre arbitre ou pas. Est-ce que nous fonctionnons avec de la liberté d'entreprendre ou pas? Or, la question est complexe. On sait très bien que nous ne vivons pas au présent, je vous vois avec retard, puisque les photons qui nous tapent et qui reviennent sur mes rétines et qui passent ensuite dans la zone occipitale puis dans toutes les zones du cerveau pour faire une image, me font des millièmes de secondes de retard. Nous ne sommes jamais au présent. Nous ne sommes pas dans un monde où nous sommes dans un monde achromique. Les couleurs que nous voyons là, c'est nous qui les reconstruisons chacun avec ses couleurs à soi. Il n'y a pas de couleur, l'univers est incolore. Donc ce sont des images, des cartographies que nous enrangeons au fur et à mesure dans nos cerveaux qui reviennent en permanence pour nous aider. C'est pour ça que nous sommes si bons à la fois, capables de toutes les folies en même temps. Donc nous ne sommes pas du tout ce que nous pensions, un être au sommet de la hiérarchie du monde, capable de tout faire. Non, non, nous sommes probablement extraordinairement déterminés. Nous avons 1% de conscience, d'action consciente. 1%. Tout le reste est fait automatiquement. Quand je vous parle, je touche là le micro, je n'y pense pas. Je ne suis pas en train de me dire, je mets telle pression sur les doigts. Quand vous arrivez à un carrefour, prenez l'exemple, vous êtes en voiture à un carrefour, vous allez à la fois freiner avec le pied droit, tourner avec la main droite le volant, mettre le clignotant avec la gauche et le pied gauche qui va enfoncer le débrayage tout en parlant à votre copine. Je sais ce que ça veut dire comme travail intellectuel et comme travail neuronal. Aucune machine n'est capable de faire ça. Mais tout ça, vous l'avez fait automatiquement. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Hein. Je répète encore, et moi, disait Dutronc. Il va falloir donc repenser, je suis désolé de quitter un tout petit peu la médecine médicale, mais c'était important, je pense, entre nous de pouvoir évoquer ces sujets qui sont des sujets sociétaux, des sujets peut-être philosophiques, mais pas tant que ça, c'est des sujets qui ont des retombées très très pratiques sur ce que nous allons devenir. Or, on sait très bien qu'une civilisation n'existe véritablement que quand elle commerce et qu'elle se développe, qu'elle devient un empire. Les Moshimans, les Hottentots et les Pygmées ont des traditions exceptionnelles, les anthropologues nous le disent, mais ce ne sont pas eux qui ont bouleversé le monde, ils restent dans leur forêt primitive, en petites tribus de 100 à 150, entre eux, c'est tout, et ne voulant pas trop voir les Blancs. C'est donc l'évolution, c'est la poussée du commerce avec les transports, la boussole, tout ce que vous voulez, la route, c'est ça qui a fait à la fois le Moyen-Orient, puis l'Europe méditerranéenne et puis l'Europe atlantique. Et pour aboutir à ces deux empires que furent les empires anglais et français, les deux grands empires, qui se sont écroulés progressivement, l'Amérique poussant et aujourd'hui la Chine. Demain l'Inde. Si vous regardez en 2050, il y aura 4 milliards 500 millions d'Asiatiques. Il y aura 2 milliards 500 millions d'Africains. Il y aura 1 milliard 300 millions d'Américains. Il y aura 500 millions d'Européens. Eux, ceux que j'ai cités avant, auront tous en moyenne à 50% en moins de 25 ans, quand nous aurons les 2 tiers à plus de 60. Qu'est-ce qu'on va foutre? Mais posez-vous la question, on va faire quoi? Nous risquons de devenir le jardin du monde, je le répète. On viendra voir nos cathédrales, nos restaurants 3 étoiles, Chanel, numéro 5, tout ce que vous voulez, mais voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on produira? Comment pourrons-nous peser sur l'avenir d'un monde qui se dessine sur nous, avec des hommes et des femmes qui pensent autrement? J'étais très frappé en Chine de voir combien, et pourtant, on avait des discussions assez libres, ne croyez pas qu'ils étaient fliqués comme ça, mais la tradition chinoise, depuis la plus haute antiquité, les royaumes combattants, les Confucius, les Lao Tse, c'est que l'homme n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Aucun droit. Parce que l'individu n'existe pas. Seul le groupe ou la famille ont un sens. C'est intéressant. Parce que nous sommes passés à l'excès inverse. Des droits de l'individu, on en arrive aujourd'hui au moi-je. Je n'ai plus que des droits, plus aucun devoir. Et j'ai mes droits, mais pas ceux des autres. Donc nous sommes allés sans doute trop loin. Eux ne sont pas encore arrivés au stade où nous en sommes. Mais nous aurons intérêt à discuter, à travailler ensemble sur ces sujets. Il n'y a pas d'universalisme
contrairement à ce qu'on a pu penser, parce que nous avons eu un universalisme chrétien, employant le glaive et le goupillon pour essayer de dominer le monde. Mais il n'y a pas d'universalisme, il y a des pensées différentes de continent à continent, nées depuis des millénaires et qui ont germé comme ça et qui sont toutes passionnantes. Donc il faudra bien qu'on se retrouve à la table, et j'avais proposé, je ne sais pas s'il va s'en occuper, mais j'avais proposé au président de la République de lancer une COP digitale et numérique, une COP digitale sur le sujet pour essayer, non pas de légiférer, mais au moins de faire réfléchir les États sur toutes ces données dont je vous parle, qui font frémir. Quand on regarde, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, j'ai confiance en même temps dans l'avenir de ce que nous sommes, parce que nous avons un background phénoménal à utiliser. Il ne faudrait pas que cette mémoire nous encombre nos esprits et nous empêche d'aller plus avant et d'oser. Nous n'osons plus. On n'est plus Christophe Colomb qui est parti. Lui, il savait encore où il allait. Christophe Colomb savait où il allait, il s'est trompé de chemin. Il est parti par le mauvais côté, mais il savait où il allait. Mais quand vous vous souvenez que il y a 60 000 ans, Sapiens est arrivé du côté des îles de la Sonde, et les paléogéographes nous disent qu'à cette époque-là, le détroit le plus court entre les îles de la Sonde et l'Australie faisait 80 km. Donc 80 km, il ne voyait pas, Sapiens, ce qu'il y avait derrière l'horizon. Il est parti avec ses radeaux de fortune. Et puis il est tombé sur l'Australie. C'est ça la force que nous avons d'être humain par rapport à ce qu'est l'animal. C'est que nous sommes capables d'aller au-delà de nous-mêmes. L'animal ne sort jamais de son territoire. Jamais. Sauf pour prédation aggravée, climat désastreux ou famine exécrable. Mais il reste dans son territoire. Nous sommes les seuls. Vous n'avez jamais vu de singe, place de la Concorde. Bon, voilà. Et il y a des hommes partout dans le monde. Partout. Même dans les zones les plus froides, les plus chaudes, il y a des hommes partout. Et donc ça, c'est notre force. Encore faudrait-il que nous puissions, je dirais, la mettre au service d'un idéal, et d'un idéal plutôt planétaire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais c'est pour ça qu'il faut se parler. Et pour l'instant, je dirais que nous sommes dans une phase de déstructuration où on ne se parle pas, on montre ses muscles. Vous avez vu que tout récemment encore, Donald Trump a rompu le traité de non-prolifération nucléaire des armes à portée moyenne avec la Russie. Tout ça pour essayer d'en construire plus au cas où les Chinois. Donc on voit bien qu'on est dans la Pax Americana, c'est fini. On est dans une compétition extraordinairement incroyable entre les deux grandes puissances. Et pour donner encore un seul chiffre, je ne vais pas vous en abreuver, mais en 2030, le produit intérieur brut par habitant, le premier au monde, Chine, le deuxième, Inde, le troisième, États-Unis. Viennent ensuite des pays auxquels on ne pense absolument pas. L'Indonésie, quatrième, la Turquie, le Japon, la Russie, l'Allemagne sera 10e. La France n'y est plus. Nous n'y sommes plus. Ça va être inquiétant. On a beau faire cocorico, nous n'y serons plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Petit vassaux d'empereurs qui nous domineront, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Et je crois que nous avons tous à réfléchir ensemble. Je reviens pour finir à la médecine, et j'aimerais bien discuter avec vous plus de médecine. Mais j'ai confiance sur le fait que la machine va nous aider considérablement. Elle nous libérera le temps nécessaire à des consultations plus lentes, plus longues, plus appareillées, qui permettent, on le sait tous, que plus on écoute, c'est ce qui va rester, c'est l'interrogatoire, parce que la médecine devient muette en termes de symptômes. C'est demain, de plus en plus, la biologie, quand je dis la biologie avec les biopsies liquides, hein, et l'imagerie qui vont faire le diagnostic. Je répète, le cancer de la prostate, les hommes ne souffrent aucun, en dehors des quelques métastatiques que l'on voit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus rares. Les hommes auxquels on dit le diagnostic, je ne souffre pas. Au point que certains m'ont dit, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur d'étiquetage sur la biopsie. Donc nous allons vers la multitude des maladies, de plus en plus, et vers la prééminence de la biologie et de l'imagerie pour faire les diagnostics, permettant ainsi de traiter probablement beaucoup plus en amont, avec probablement d'autant moins de nuisances secondaires. Donc il ne faut pas le refuser, mais il va rester toute la mise en forme dont je vous parlais au début de ce que sera le médecin global, le MG. Voilà, c'est cela. Et qu'allons-nous devenir, nous les spécialistes? Probablement une partie de nos métiers seront faits par des ingénieurs opérateurs, par des techniciens très formés en 3, 4 ou 5 ans, qui auront à travailler en chirurgie, sur une aire donnée, avec un robot donné, comme le font les pilotes d'avion, qui sont programmés pour un appareil donné sur des trajets donnés. Alors vous dites, c'est plus le métier, oui peut-être, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça aussi qu'on améliore la sécurité. Sachez que l'avion est quand même un des transports les plus sûrs après l'ascenseur.
Et donc, ne croyons pas que nous sommes les meilleurs. Loin de là. Loin de là. Donc il faudra apprendre à travailler avec ces machines, il faudra même les développer à partir de ce que l'on pense nous, en travaillant avec les ingénieurs beaucoup plus. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait des doubles cursus de plus en plus fréquemment proposés aux jeunes qui veulent faire leur médecine pour connaître un peu ces domaines qui nous paraissent assez abscons, assez complexes, sachant que demain le codage sera d'une facilité crasse, puisqu'il n'y aura même plus besoin d'avoir tous ces chiffres et toute cette accumulation de choses, dans la mesure où les machines vont se mettre à parler de plus en plus, et elles parleront comme le font les bébés, c'est-à-dire qu'un ordinateur sera capable de dire des choses comme un gamin de 2 ans dit « papa pipi de l'eau » sans savoir ni lire ni écrire. Et donc on pourra échanger avec les machines en parlant. Donc voilà ce que je voulais vous dire, j'espère ne pas vous avoir fait peur, mais visiblement, nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. Si nous nous cantonnons dans notre petit jardin, nous sommes morts, alors morts de mort, et on nous passera dessus, directement, mais sans état d'âme. Donc à nous de rester vigilants, de proposer au lieu de résister. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on est tous à résister, alors qu'on devrait proposer beaucoup plus une réforme de la formation. Nous n'avons pas été les promoteurs d'une réforme de la formation, une réforme de l'installation, une réforme de l'organisation, des modes de financement, bref. Nous sommes toujours à la ramasse, à tirer la couverture en disant pourvu que, encore moi, voilà. C'est pas bien. On ne peut pas être comme ça. Il faut que nous soyons prospectifs. Et ça serait intéressant un jour de regrouper les syndicats et les différentes spécialités pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Moi, je suis prêt à le faire avec vous, si vous voulez, pour essayer d'inventer une cardiologie nouvelle à partir des outils que nous avons, mais de ne pas rester sur nos invariants, sinon ce sera la fin de nous. Mais j'ai confiance, parce que je sais qu'il y a une jeune génération en plus qui pousse bien, peut-être un peu différemment de nous dans sa façon d'exercer l'autre, pourquoi pas, c'est l'évolution du monde, et je suis tout prêt à discuter avec vous de tout cela. Merci.